Dans une étude longitudinale publiée dans le Journal of Financial Economics, Graham, Larry et Roberts nous proposent un tableau très intéressant de l'évolution sur près d'un siècle de la structure du financement des entreprises américaines. Leur endettement a fortement augmenté au cours de ces 100 dernières années. Mais aucune des théories généralement avancées et propres à la finance d'entreprise ne permet d'expliquer raisonnablement cette évolution. Cependant, les auteurs réussissent à mettre en évidence quelques effets propres à la macroéconomie associés avec ce phénomène. Les sociétés retenues pour l'analyse sont toutes celles ayant leur cours boursier mensuel figurant dans la base CRSP. Elles couvrent le New York Stock Exchange depuis 1925, l'American Stock Exchange depuis 1962 et le Nasdaq depuis 1968. L'étude s'arrête en 2010. Les données complémentaires proviennent soit de la base CompuStat, soit ont été relevées manuellement sur les Moody's Industrial Manuals. Enfin, toutes les firmes financières ont été exclues de cet échantillon. Cet échantillon contient relativement peu d'observations dans les premières décades, quelques centaines par année. Il grossit fortement à partir des années 70 et atteint son maximum lors de la bulle Internet, 47 363 observations pour la décade concernée. Il faudra se rappeler cette évolution lors de l'interprétation des résultats. Graham, Larry et Roberts utilisent plusieurs mesures de la structure du capital, en valeur comptable ou en valeur de marché, en prenant en compte toutes les dettes payant un intérêt ou les soldes à long terme, ou encore en intégrant l'ensemble des passifs, fonds de retraite en particulier. La tendance générale est toujours la même, un fort accroissement entre 1950 et 1990. Cependant, l'évolution est quelque peu différente si on prend en compte l'endettement net, c'est-à-dire après déduction du cash détenu. Les fortes encaisses accumulées pendant la guerre font chuter le ratio moyen. L'endettement net a juste retrouvé son niveau d'avant-guerre en 1970. Il y a eu une forte croissance dans la décade qui suit, mais la reconstitution plus récente des trésoreries atténue la hausse depuis. Une autre comparaison intéressante est celle procurée par le ratio dette plus action de préférence sur capital. Le graphe de droite montre clairement que dans ce cas, il n'y a pas non plus de croissance avant les années 70. En fait, entre 1950 et 1970, il y a un phénomène de substitution. Les actions de préférence défavorisées fiscalement vont progressivement disparaître du paysage financier américain pour être remplacées par de la dette. Aussi, le panorama général ne permettrait-il pas d'affirmer simplement que les années 50 et suivantes ont été marquées par une accumulation anormale de trésorerie, profit légal, et leur résorption et par la disparition des actions de préférence devenues obsolètes au profit des dettes. Graham, Larry et Roberts vont au-delà de ces observations agrégées et proposent plusieurs segmentations qui vont aboutir à des constats plus précis. Les auteurs isolent les firmes qu'ils considèrent comme opérant dans des secteurs réguliers, l'utilité, chemin de fer, télécommunications. Ils observent que ces sociétés ont toujours été les plus endettées et que leur ratio d'endettement n'a guère évolué sur le terrain. Comme leur part en échantillon est décroissante dans le temps, les autres firmes ont donc dû voir leur taux d'endettement augmenter sur la période. Leur analyse montre que c'est bien le cas. L'augmentation n'est pas confinée à quelques secteurs, mais elle est générale. De plus, en segmentant les firmes par taille de capitalisation, il montre que le phénomène d'accroissement de l'endettement est général entre 1950 et 1970. Cependant, le taux chute fortement pour les plus petites
dans les années récentes. Ce phénomène est lié à la composition de l'échantillon. Beaucoup d'introductions en bourse dans des secteurs nouveaux à zéro dette. La question est alors de se demander ce qui explique cet accroissement. Les auteurs vont chercher les premières réponses dans les déterminants habituellement cités dans la théorie financière, à savoir la taille, moindre risque de défaut, la rentabilité, moins de besoin de fonds, le poids des actifs corporels, plus de garanties, et l'importance des opportunités de croissance plus forte incertitude. Il régresse pour ce faire les ratios sur ces déterminants en privilégiant des panels par décade. Les résultats de ces nombreuses régressions font apparaître des coefficients généralement significatifs ayant le signe attendu, positif pour la taille, les actifs corporels, et négatif pour la rentabilité. Cependant, les R2 de ces régressions sont très faibles, et quand ces déterminants sont utilisés au sein de modèles prédictifs, ils expliquent très peu des variations constatées. Un tiers entre 1945 et 1960 et rien au-delà. La théorie financière est donc défaillante. Pour expliquer cette évolution des entreprises non régulées vers plus de dettes. Les auteurs vont donc chercher des explications dans les changements de l'environnement économique. Fiscalité, plus grande volatilité des résultats, développement du secteur financier, poids de la dette publique. Ils procèdent à des séries de régressions, des ratios agrégés de structure du capital sur ces variables d'environnement, tout en prenant soin de contrôler les effets des changements des caractéristiques des firmes, rentabilité, poids des actifs incorporels, ratio market to book, et des variations d'autres facteurs macroéconomiques, comme l'inflation, les taux d'intérêt et leur spread, la croissance réelle. Les résultats les plus célèbres sont, alors que la fiscalité s'est beaucoup accrue sur la période des États-Unis, elle ne paraît pas associée aux variations des niveaux d'emploi. L'effet de la hausse de l'incertitude sur la croissance est faible. Les deux effets les plus marquants sont en positif le développement de l'intermédiation financière en direction des entreprises et en négatif le poids de la dette publique. Et il y aurait donc eu un effet d'éviction entre ces deux demandes de dette. Comme cette dernière, la demande publique, a baissé après la Deuxième Guerre, ceci aurait profité au secteur privé qui a pu accéder à la dette dans de meilleures conditions. En conclusion, cette étude soutient la thèse qu'il y a bien eu aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, un accroissement très fort des dettes contractées par des entreprises non régulées et dont le taux d'endettement s'est rapproché des entreprises régulées. Une part de cette évolution s'explique par la disparition des actions de préférence et leur remplacement par de la dette publique. Second, les variations des variables associées couramment par la théorie financière au choix d'une structure de capital expliquent uniquement cet accroissement de l'endettement. Le développement de l'intermédiation financière et la diminution du poids de la dette publique après la Deuxième Guerre mondiale semblent les deux facteurs les mieux associés à cette évolution. L'importance des changements qu'a connus le secteur financier sur la période serait ainsi à la base d'une meilleure appréciation, d'une meilleure gestion des risques et d'un monitoring plus performant. Cet article ne dit cependant rien sur les canaux pratiqués pour atteindre ce